La plus belle finale de rugby du monde cette nuit en Nouvelle-Zélande et sur Antenne 2, Claude Sérillon et toute l'équipe des sports en direct et dans un instant d'Auckland. François Mitterrand refuse les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud en France, la détention de Pierre-André Albertini dans la balance. Rude semaine pour la bourse qui a encore perdu près d'un point et demi aujourd'hui, d'1,5% aujourd'hui. Les actionnaires sont malades du commerce extérieur. Ce vendredi 19 juin, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton. Jean-Paul Kaufmann et notre ami d'Antenne 2, Jean-Louis Normandin, n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. À soirée exceptionnelle, journal exceptionnel. Cette nuit, le 15 tricolore affronte les All Blacks pour une finale d'anthologie de cette première Coupe du Monde de rugby. Pour l'occasion, Claude Sérillon a fait le voyage d'Auckland pour rejoindre le service des sports qui couvre cette Coupe du Monde depuis les tout premiers jours. Claude Sérillon qui nous présente dès à présent le fameux stade d'Eden Park. Bonsoir, nous sommes au paradis, c'est-à-dire à l'Eden Park d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Nous avons enregistré ces images car à 6 h du matin il fait nuit ici en Nouvelle-Zélande et je vous retrouverai tout à l'heure en direct dans le studio spécialement aménagé pour Antenne 2 pour cette première finale de la première Coupe du Monde de rugby. Mais ce stade est un petit peu spectaculaire, il ressemble à un stade vétuste avec 25 000 places difficilement aménagées. Le terrain sera gras pour cette première finale et dans un peu moins de 9 h, l'équipe de France arrivera face aux All Blacks ici sur ce terrain. Alors je vous retrouverai après l'actualité, Bernard, en compagnie de Jean Mamère et de Jacques Fourou, l'entraîneur de l'équipe de France qui a accepté de se lever tôt pour venir nous donner ses dernières impressions avant la finale. Voilà Bernard, c'est à vous et puis je vous retrouve ici à Auckland en Nouvelle-Zélande après l'actualité. Oui, un stade vétuste qui sera quand même demain matin, donc le centre du monde. Nous reviendrons longuement tout à l'heure sur cette veillée, si l'on peut dire, de Coupe du Monde en direct donc d'Auckland. Mais nous savons d'ores et déjà que vous serez très nombreux, plusieurs millions, à suivre cette finale en exclusivité sur Antenne 2 à partir de 5 h moins 5 demain matin. Et puis parmi les spectateurs attentifs, il y aura François Mitterrand, le chef de l'État, qui a souhaité tout à l'heure bonne chance aux petits. J'ai vu le dernier, celui de la demi-finale. Et j'ai été absolument enthousiasmé, en même temps médusé de voir ce talent, ce courage, cette force, avec des renversements de situation qui en ont fait une véritable pièce dramatique. J'espère que cela pourrait se passer de la même façon, avec peut-être pour nous un peu moins d'émotion, car s'il faut attendre les 3 dernières minutes, et même la dernière, pour savoir où on en est, on va avoir des battements de cœur. Je fais comme tous les Français qui s'intéressent au rugby, ils sont nombreux. Je n'ai pas de capacité ni de qualité particulière à vous parler rugby. Mais s'il gagnait demain, je dirais vraiment c'est une bonne chose pour la France, c'est une bonne chose aussi pour ce grand sport. Et s'il perdait, je dirais il mérite tout autant qu'on leur en soit reconnaissant. Voilà le chef de l'État qui a décidé ce matin de refuser les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud en France. Un témoignage pour le moins de mauvaise humeur à l'encontre d'un pays qui détient toujours le coopérant français Pierre-André Albertini. Il faut donc y voir une démarche symbolique pour obtenir sa libération. Daniel Lecomte. Non, nous sommes inquiets parce qu'il peut arriver dans le lieu où il se trouve détenu n'importe quoi, n'importe quand. C'est ce que déclarait le père de Pierre-André Albertini de retour d'Afrique du Sud en mars dernier. Voici la photo de Pierre-André Albertini lors d'une manifestation de soutien organisée par ses amis d'Évreux afin d'obtenir sa libération. Coopérant, Albertini arrive à l'université de Fort Hare en mars 85. 18 mois plus tard, il est arrêté. On l'accuse d'entretenir des relations avec l'ANC, le mouvement anti-apartheid, interdit en Afrique du Sud. Tout cela en fait n'est que prétexte. La preuve, le 15 janvier dernier, l'accusation est suspendue. Mais Albertini reste en prison. On veut qu'il témoigne contre 5 co-détenus noirs inculpés de transport illégal de fonds et de trafic d'armes. Albertini refuse le marchandage, 4 années de prison. Depuis, plus de livres. Toute activité physique lui est interdite. Une visite par mois de 30 minutes, rien de plus. D'où l'appel lancé par ses parents en mars dernier. Et nous maintenant, nous demandons aux autorités françaises d'agir avec efficacité, rapidité, pour que le scandale de la détention d'un Français cesse.
Appel entendu donc, même si l'ajournement des lettres de créance de l'ambassadeur d'Afrique du Sud décidé par François Mitterrand est un acte symbolique, ni plus ni moins. Une explosion en plein cœur de Barcelone en fin d'après-midi, probablement une voiture piégée garée dans le parking d'un grand magasin de la ville. Il y a pour l'instant 14 morts. Roland Sicard. La bombe avait été placée là pour tuer. 16h15 cet après-midi, une explosion se produit dans le parking du supermarché Hypercor de Barcelone. C'est le début du week-end, une heure à laquelle chacun va faire ses courses en famille. Les victimes sont d'ailleurs des clients du supermarché. L'explosif aurait été dissimulé dans le coffre arrière d'une voiture, une méthode déjà utilisée dans d'autres attentats à Barcelone. Quelques instants avant l'explosion, un correspondant anonyme avait prévenu la rédaction d'un quotidien catalan, une bombe allait exploser dans le supermarché. Un correspondant qui affirmait parler au nom de l'organisation indépendantiste basque TA Militaire, le TA pour qui Barcelone, à 5 ans des Jeux Olympiques, semble constituer une cible de choix pour tenter de déstabiliser l'État espagnol. La situation en Corse, avec une interview de Charles Pasqua à notre confrère Le Monde, deux idées forces dans cet entretien. Le ministre de l'Intérieur y affirme que les porte-paroles officiels des thèses séparatistes sont responsables de l'assassinat du docteur Lafay. Et M. Pasqua de conclure, c'est aux Corses eux-mêmes de dire assez. Pendant ce temps, sur l'île, une chapelle ardente a été dressée à la veille des obsèques de Jean-Paul Lafay. Sur place, notre envoyé spécial, Olivier Lerner. Place Foch, la plus grande place d'Ajaccio, pour un dernier hommage rendu à Jean-Paul Lafay. Une foule d'anonymes et de nombreuses personnalités corses regroupées autour de la famille du docteur assassiné. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui sont près de moi et qui m'entourent, car je reconnais que c'est un très grand réconfort. En fin d'après-midi, la Corse rassemblait tous ses élus pour une réunion extraordinaire. Seul absent de marque, les nationalistes, les autonomistes et le Parti communiste. La motion proposée a été adoptée à l'unanimité. Les élus de la Corse, parlementaires, conseillers régionaux, conseillers généraux, maires, conseillers municipaux, exigent des pouvoirs publics l'éradication du terrorisme par tous les moyens de la loi, sans en accepter aucun, invitent l'ensemble de la population à cesser toute activité le samedi 20 juin 1987 de 15h à 16h. Dernier recueillement avec les élus sur la place des Palmiers, alors qu'à quelques centaines de mètres de là, au palais de justice, 6 sympathisants nationalistes sont jugés ce soir pour reconstitution de ligue dissoute. Voilà, la Turquie qui proteste, c'est-à-dire que je reviens sur mon histoire parce que j'apprends à l'instant également 2 autres dépêches qui m'arrivent en même temps. Une qui m'annonce un an à 4 mois de prison ferme pour des nationalistes qui avaient été arrêtés au soir du discours de M. Pasqua. Et puis un bulletin à la même seconde qui annule cette même information, dont nous en parlerons tout à fait à la fin de ce journal. Je reviens donc au cours de ce journal sur la partie d'information étrangère à propos de la Turquie. Vous savez, la Turquie qui proteste et les mouvements arméniens qui se félicitent au contraire du vote du Parlement européen qui reconnaît, je vous le disais hier soir, le génocide dont furent victimes les Arméniens en 1915 en Turquie. Il faut comprendre, pour savoir cela, qu'une telle décision constitue la première vraie reconnaissance internationale de ce qui fait toujours une des principales revendications de la communauté arménienne à travers le monde. Alors tout de suite, les explications de Philippe Lefebvre. Voici ce que la pellicule a retenu du drame arménien de 1915. Depuis 72 ans, la diaspora arménienne se bat pour une reconnaissance internationale du massacre dont elle a été victime. Encore hier soir devant le Parlement européen à Strasbourg. Et cette fois, elle est entendue. Les événements tragiques de 1915-1917 contre les Arméniens de l'Empire ottoman sont qualifiés de génocide par les représentants de l'Europe. Pour les 300 000 Arméniens de France, une autre date de leur histoire. C'est quand même, au niveau international, la plus grande victoire que le peuple arménien a enregistrée en ce qui concerne sa cause. Mais ce qui est important maintenant, c'est que le gouvernement turc d'aujourd'hui, qui n'a pas été mis en cause au Parlement européen, mais que le gouvernement turc d'aujourd'hui se désolidarise des crimes de 1915, comme les gouvernements allemands se sont désolidarisés des crimes nazis et d'Hitler. En fait, Ankara, indigné de la décision de Strasbourg sur la prétendue question arménienne, a déjà répondu. Les autorités turques ont toujours refusé d'endosser la responsabilité d'une répression organisée dans le désordre de la Première Guerre mondiale.
La Turquie était en guerre contre la Russie tsariste. Les Arméniens, la minorité arménienne vivant à l'est de la Turquie, de l'Anatolie, s'est alliée aux troupes étrangères et ils ont mis à sac et à feu les habitations turques. La vérité officielle turque, déjà niée par le peintre, est désormais barrée au plus haut niveau international. De sources arméniennes, le génocide turc a fait près de 1,5 million de morts. Voilà, tout de suite une confirmation à propos de l'information un peu contradictoire que je vous livrais il y a un instant à propos des nationalistes arrêtés au soir du discours de M. Pasqua après les heures. Donc, pas question pour l'instant de prison ferme, mais simplement il s'agit des réquisitions. Donc, les réquisitions, 1 an à 4 mois de prison contre ces 6 nationalistes. Mais pas question pour l'instant donc de condamnation. Voilà. La suite de l'actualité maintenant avec la bourse qui est toujours à la baisse à Paris. Les valeurs françaises ont encore cédé près d'1,5 point aujourd'hui, soit une baisse de plus de 5% en 4 semaines. Cette fois, ce sont les résultats du commerce extérieur qui ne sont pas, semble-t-il, passés. Véronique Auger. On ne panique pas encore autour de la corbeille, mais l'inquiétude commence à gagner les boursiers. En quelques jours, les actions ont perdu les bénéfices accumulés depuis janvier. On savait le marché de Paris surévalué. Les mauvais indices économiques du mois de mai ont donné le signal de la chute. Les Français vendent et, phénomène plus grave, depuis 2 jours, les investisseurs étrangers vendent aussi en masse. Pour eux, les indicateurs sont au rouge. Il y a une moyenne des cours, des valeurs qui sont faites tous les jours sous la forme d'indices, et il y a une moyenne de ces cours à long terme. Depuis 2 jours, cette moyenne a été largement cassée, ce qui est pour l'ensemble des investisseurs un signal très net de vente. Plus, je crois que les étrangers deviennent très craintifs sur l'évolution du franc à court terme. Inquiets, les actionnaires des sociétés privatisées, pourtant sages jusqu'à hier, se sont mis à vendre. Les cotes sont encore supérieures au cours d'introduction en bourse, mais hier les petits porteurs ont cédé 2 millions d'actions CCF et 400 000 de la CGE pour le plus grand profit des gros investisseurs. Je crois que notre marché est plus international, plus ouvert sur des investisseurs internationaux qui interviennent de façon plus fréquente et sans doute plus brutale. Je crois qu'on est dans la phase postérieure aux privatisations où les nouveaux porteurs doivent apprendre à être des actionnaires et que ceci donne au marché peut-être une certaine instabilité, mais les éléments optimistes demeurent sur ce marché et les éléments techniques ne sont pas inquiétants. Plus de fortes chutes à attendre donc, mais le vent de la morosité risque de souffler encore un bon moment sur la bourse. Retour en Nouvelle-Zélande à quelques heures donc de la finale de la Coupe du Monde de rugby et je vois que vous êtes en bonne compagnie, Claude Sérillon. Tout à fait, Bernard. Bonjour. Nous, il est en effet un peu plus de 6 heures du matin. Et Jacques Fourou, qui est à mes côtés, le capitaine, l'entraîneur de l'équipe de France, le sélectionneur, l'homme à tout faire de l'équipe de France est arrivé. Il s'est levé tôt ce matin. Jean Mamère est allé le chercher. Ça va bien, Jacques? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Alors, je vous propose de voir tout de suite avec Richard Diot sur des images de Bernard Berlier comment l'équipe de France ces derniers jours s'est entraînée. Vous allez voir un petit peu les diverses opinions des joueurs. Ce sujet de Bernard Berlier et de Richard Diot pour le commentaire. « 2500 km et un océan séparent l'Australie de la Nouvelle-Zélande. Mais pour les joueurs de l'équipe de France, il y a surtout la différence d'une Coupe du Monde entre ces deux pays. Car on oubliera la superbe victoire sur l'Australie à une condition, que la France batte la Nouvelle-Zélande et gagne le premier mondial de rugby. J'ai fait beaucoup de sacrifices jusqu'à maintenant pour le rugby et bon, ce match de Sydney est un peu une récompense et j'espère que samedi prochain, ça sera encore 100 fois plus chouette. On y est soutien déjà. Jacques Fourou et ses joueurs n'ont pas l'habitude de se laisser bercer par le passé. D'autant que le 20 juin 1987 demeurera, quoi qu'il arrive, une date historique dans le sport français. C'est la première fois, tous sports confondus, qu'une équipe française dispute une finale de Coupe du Monde. Garouet n'aurait jamais voulu rater ça. Bon, je ressens toujours quelque chose, mais enfin, on va s'y aller dedans quand même. Est-ce que vous pensez que vous allez jouer à 80, 90%? Je vais essayer de jouer à 80, 90, même 120. Vous pensez que c'est possible sans que ça casse?
Voilà, mais si ça casse, il faut que ça casse pendant le match. Vous avez vraiment envie de la jouer, cette finale? Ah, énormément, énormément. Je pense qu'une finale de Coupe du Monde, tout le monde, même avec les deux jambes, je dirais. Pour conjurer le sort, les Français se sont préparés pour la dernière fois hier à l'Eden Park, le parc du paradis. Reste à savoir maintenant si ce sont les Français qui enverront les Néo-Zélandais en enfer. Encore 80 minutes à endurer, mais je crois que le bonheur que l'on connaîtra par la suite, ça n'a pas de prix. C'est très dur de faire le vide dans sa tête, sachant que dans quelques heures, on est sur le terrain devant 60 000 personnes qui sont contre nous, et devant tout un peuple acharné, et devant 15 joueurs acharnés aussi. Battre la Nouvelle-Zélande chez elle relèvera du fantastique pari. Pour le gagner, les Français devront encore mieux jouer que contre l'Australie. Or, à cette occasion, ils avaient déjà atteint un sommet. Alors, impossible? Non, car l'équipe de France ne sait plus ce que c'est, l'impossible. Jacques Fourou, j'entendais Richardio dire impossible, les Français savent plus ce que c'est. Alors ça va bien, quoi. Oui, ça va bien, mais on dit qu'il faut être réaliste et se dire que le match contre les All Blacks à Auckland, pour une finale de Coupe du Monde, c'est quand même presque impossible. Jean Mamère. Jacques, est-ce qu'on dort bien une veille de finale? Non, à cause de vous, on vient de se lever tôt. Est-ce que vous pensez que les joueurs peuvent dormir? Dans quel état peuvent-ils se trouver ce matin? Je crois que c'est très partagé. Il y en a qui ont le sommeil, il n'y a pas de problème particulier. Ils vont au lit très tôt, la veille du match. Mais déjà, la majorité doit être réveillée. Et hier, dans quel état d'esprit vous les avez trouvés? Particulièrement serein, beaucoup plus qu'avant le match contre les Australiens. Parce que peut-être après tout, c'est le dernier, et que depuis 2 mois, nous sommes ensemble. Et que nous touchons le but, le but final. Il y a une préparation très différente entre la préparation que vous avez faite pour l'Australie et la préparation pour les All Blacks? Non, parce que nous sommes très superstitieux, on a voulu la même. On a vu la promenade en bateau, nous l'avions faite à Sydney, et puis que je crois que les entraînements se sont déroulés sur le même thème, en se disant qu'il fallait prendre le jeu à notre compte et ne pas se soucier comme d'ordinaire de notre adversaire. C'était peut-être le meilleur moyen de gagner. Donc ces Blacks ne vous font peut-être plus si peur que ça? Je crois qu'ils ne nous ont jamais fait peur, nous les respectons, car depuis 50 ans maintenant, entre les deux nations, il y a 20 victoires pour les Néo-Zélandais, 5 pour la France. Ça veut dire que la ligne est en leur faveur, en plus nous jouons chez eux. Mais c'est vrai, vous le disiez, impossible n'est pas français, puisque nous avons gagné à Sydney aussi. Ils ont une méthode de préparation, les Blacks, qui est quelquefois un petit peu surprenante. On a l'impression qu'ils s'amusent. Vous allez voir avec ces images de Bernard Berlier et sur le commentaire de Richardio, vous allez voir comment ils organisent des jeux. Mais il ne faut pas trop s'y fier, c'est quand même un entraînement très sérieux. Regardez ce reportage sur les All Blacks. Un entraînement des Blacks, ça ne laisse jamais indifférent. Allez voir plaisanter quelques heures avant leur match contre l'équipe de France, on ne dirait pas que les Néo-Zélandais préparent une finale de Coupe du Monde. Ne vous y fiez pas, cette bande de joyeux lurons qui se prend pour Platini ne sera pas à côté de ses pompes tout à l'heure. Car les Blacks ne sont jamais aussi dangereux qu'après avoir donné l'illusion de s'amuser. C'est dans la bonne humeur que les Néo-Zélandais avaient préparé leur match contre les Gallois dimanche en demi-finale. Un récital impressionnant des All Blacks et une défaite de l'équipe du Pays de Galles, unique par son ampleur dans l'histoire du rugby. Jamais les Gallois n'ont enregistré une telle déroute en match officiel. Résultat 49-6. Messieurs les Français, attention, sinon l'avenir pourrait être noir. Jacques Fourou, en écoutant ce reportage, on a l'impression que les All Blacks se sont amusés à la fois à l'entraînement, mais aussi pendant la compétition. Ils ont eu des matchs relativement faciles, dirons-nous, par rapport aux vôtres. Est-ce que ça ne peut pas être un handicap? Peut-être c'est un avantage pour l'équipe française d'avoir justement rencontré un adversaire très difficile en demi-finale et d'être totalement et à plein dans la compétition. C'est vrai que les Néo-Zélandais ont atomisé tous leurs adversaires, dont les Écossais, dont les Gallois, qui sont nos adversaires traditionnels dans le tournoi des 5 nations, ce qui peut vouloir dire qu'ils sont ou réellement très très forts, ou que les deux nations précitées n'étaient peut-être pas à leur niveau. Une petite dernière question, qu'est-ce que vous craignez le plus chez ces Blacks? Je crois que leur grande force, c'est de ne pas avoir de faiblesse. Il y a 100 ans qu'ils sont les maîtres de ce jeu, et les maîtres incontestés.
Ils vont jouer chez eux, je le répète. Donc c'est vrai que c'est l'événement pour eux. Être All Black, c'est fantastique. Mais je crois que porter le coq aussi sur la poitrine, c'est aussi extraordinaire. Oui. Jacques Fourreau, on reparlera rugby tout à l'heure avec vous, donc en direct d'Auckland. Il faut savoir quand même que les Français et les Néo-Zélandais vont s'affronter tout à l'heure donc sur l'herbe de l'Eden Park, mais il faut aussi se souvenir qu'il y a près de 2 ans, l'affrontement se situait sur un autre terrain. C'était l'affaire Greenpeace et j'imagine qu'on en parle toujours beaucoup en Nouvelle-Zélande. Alors avant de vous redonner la parole, Claude, voici une rapide évocation de cette affaire qui fit tant de bruit. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre David Lange, Premier ministre néo-zélandais, et la France, les relations ne sont pas au beau fixe. Bien que la Nouvelle-Zélande se défende d'être hostile à la présence française dans le Pacifique, 3 dossiers empoisonnent les relations franco-néo-zélandaises. Le premier, les essais nucléaires français dans le Pacifique. La Nouvelle-Zélande cloue régulièrement la France au pilori pour ses activités nucléaires à Mururoa. Pour Paris, ces protestations sont devenues une sorte de rituel et ne peuvent en aucun cas remettre en cause les expérimentations françaises. Deuxième cicatrice entre Paris et Auckland, l'affaire du Rainbow Warrior, ce navire de l'organisation Greenpeace, coulé en juillet 85 par 2 agents français dans le port d'Auckland. Et puis la partie de bras de fer qui s'en est suivie, la Nouvelle-Zélande refusant de libérer les 2 Français condamnés à 10 ans de prison. Il aura fallu l'intervention du secrétaire général de l'ONU pour régler cette affaire, les 2 agents français étant actuellement assignés à résidence sur un atoll français dans le Pacifique. Troisième contentieux, celui-là est économique et fait suite à l'affaire Greenpeace. La France, par mesure de rétorsion, avait considérablement freiné ses importations de moutons et de beurre en provenance de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, le courant d'échange a repris normalement. 3 dossiers donc qui ont mis au plus bas les relations entre les 2 pays. Le match de demain pourrait à nouveau froisser quelques susceptibilités. Bien Claude, l'affaire Greenpeace, je suppose qu'on en parle toujours abondamment chez vous là-bas. Oui, je dirais qu'il y a eu un petit événement symbolique. C'est la première fois depuis 2 ans, depuis le 10 juillet 85, qu'un ministre d'un gouvernement français est arrivé sur le sol néo-zélandais. Vous allez voir les quelques images que nous avons tournées de l'arrivée de M. Christian Bergelin, qui est le ministre chargé des Sports. Il est arrivé dans la nuit, il a eu plein de problèmes d'avion d'ailleurs pour arriver, et puis il a été accueilli relativement discrètement. Mais c'est quand même symboliquement la première fois qu'un ministre d'un gouvernement français, depuis l'affaire Greenpeace, arrive sur le sol néo-zélandais. Voilà pour cet aspect symbolique. Autrement, bien évidemment, comme tous les journalistes de l'équipe d'Antenne 2 qui sont là, ou tous les journalistes de la presse française qui sont là, nous sommes allés faire un petit tour sur le port d'Auckland parce qu'on voulait voir ces bateaux, ces bateaux du Rainbow Warrior et du Greenpeace. Alors, je vous ai montré les images de l'arrivée de M. Bergelin il y a quelques instants. On va peut-être les voir, je crois. Il y a un petit problème de liaison. Guy Benaïch, si on peut montrer l'arrivée de M. Bergelin. Voilà. C'était donc hier soir, enfin il y a 48 heures très exactement. Voilà les arrivées du ministre, c'est l'arrivée symbolique. Et puis maintenant, je vous propose de voir ce que nous avons découvert, comme tous les journalistes français, c'est-à-dire le Rainbow Warrior et le Greenpeace sur l'un des pontons du port d'Auckland. Regardez cette image, somme toute un petit peu dérisoire. Sur le port d'Auckland, quelques touristes viennent parfois se faire photographier, ici, près du ponton où sont amarrés le Rainbow Warrior et le Greenpeace. 2 ans après, ces 2 vieux bateaux rouillés évoquent à peine encore une crise française et de vives réactions néo-zélandaises. Il en reste cependant quelques rancunes. Oh, pas tout le monde, mais certainement il y a quelques personnes qui sont encore pas très contents avec cette action. Mais il y a beaucoup aussi qui est toujours une bonne admiration de les gens français et qui restent avec cette impression. Ce qui préoccupe beaucoup plus les Néo-Zélandais, c'est le problème nucléaire. Oui, c'est sûr. Ici, nous avons un mouvement très fort d'habitants qui sont contre toutes les choses nucléaires. On dit ici il y a peut-être 60% qui n'aiment pas les choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel sentiment très fort anti-nucléaire? Parce que la vie ici est très différente de celle que l'on connaît en Europe, de celle que vous avez connue en France? Moi je pense que c'est parce que les gens ici
pensais pas nécessaire. Particulièrement ici, nous avons une bonne paix, nous avons une petite population de 3 millions. Et ensuite, nous n'avons pas la nécessité d'avoir les choses nucléaires. Et on voit toutes les choses après Hiroshima, c'est pas nécessaire. Regardez, à la une du New Zealand Herald ce matin, ce samedi matin pour nous, eh bien, ils ne sont pas rancuniers. Il y a 4 colonnes à une des supporters français. Et bien, je suppose que ces supporters français ne font pas beaucoup de supputations sur la victoire. Hein, Jacques, ils ont certainement envie de gagner. Ils n'ont pas l'air de se soucier tellement du match encore. Ouais. Je crois que s'ils ont fait autant de routes, autant de chemins, c'est qu'ils ont envie peut-être d'une victoire aussi. Ah ouais, c'est ça. Alors, sur ce stade que je vous présentais au début du journal, il y a donc 25 000 places théoriques, mais Jacques me disait dans l'oreille, vous savez, il y en aura certainement 60 000 personnes, ils vont s'entasser. Mais il y a une particularité dans ce stade, et c'est Jean Mamère et Bernard Berlier qui sont allés la dénicher, l'histoire d'une dame qui profite largement de cette finale de la Coupe du Monde. Regardez ce reportage de Jean Mamère et Bernard Berlier à côté du stade de l'Eden Park. La maison de Madame O'Sullivan est connue de tous à Auckland. Son nom est irlandais, mais elle est pourtant la propriétaire de ce que l'on appelle ici la tribune des Écossais. Enclave particulière, elle domine tout le coin gauche de l'Eden Park et offre sans doute la meilleure vue de tout le stade. Jusque-là, rien d'extraordinaire pour une apparente tribune ordinaire. Hormis qu'elle est le gagne-pain de Madame O'Sullivan et représente une affaire plus que juteuse. Madame O'Sullivan travaille dans son jardin. Depuis 40 ans, elle gère sa tribune privée installée juste au-dessus du mur d'enceinte de l'Eden Park. Et pour la Coupe du Monde, une marque de bière concurrente de l'organisateur lui a offert un échafaudage métallique le temps de la compétition, pour le plus grand plaisir des habitués. Une manne d'une centaine de places qui tombe directement dans l'escarcelle de la propriétaire, une femme dure en affaires. 45 $ pour 3. 45 $ pour 3, c'est assez cher quand même. C'est moins cher qu'au stade? Oh oui, oui, sûr. Enfin, non, c'est bon, non, c'est presque pareil. Hein. Mais vous savez, en ce moment, tous les prix montent. Hein. Madame O'Sullivan, de toute façon, est sur sa propriété. Elle exerce en toute légalité. Et puis, en Nouvelle-Zélande, on est très fair-play. Vous savez, pour la finale, on est complet. Alors, on peut bien lui faire plaisir et puis les laisser un petit peu de surplus quand même, non? Si vous voulez voir la finale, faites vos provisions et dépêchez-vous. Il paraît qu'il reste encore quelques places dans la tribune des Écossais. Oui, il reste quelques places. Alors, dernière précision, le coup, il pleut hein, actuellement, en pleine nuit. Là, il pleut un petit peu. Le terrain va être très gras, sans doute. Ça va être un petit peu difficile, peut-être, pour pousser en mêlée. Bon, on croise les doigts. Et on gagne la Coupe du Monde dans un petit peu plus de 9 heures. Hein, c'est ça, on vous retrouvera. Alors, bien sûr, Bernard, vous êtes au courant que sur Antenne 2, on fait cette opération exceptionnelle. Vous donnerez peut-être des détails tout à l'heure. On vous retrouvera avec Jean Mamère, Richard Diot, Jacques Fourou, des anciens de l'équipe de France, beaucoup d'invités, des supporters français qui sont ici à Auckland, en Nouvelle-Zélande. On vous retrouvera à partir d'1h du matin pour vous, 11h du matin pour nous, ça sera un peu plus facile. Voilà, et puis, bon, bah, bravo pour cette équipe de France qui nous a donné beaucoup de bonnes émotions depuis le début de cette finale de Coupe du Monde et qui nous en donnera encore cet après-midi. Merci messieurs, merci Claude. Et c'est vrai, on croise les doigts pour l'équipe de France. Vous avez noté donc le grand rendez-vous, c'est pour demain matin, 5h moins 5 en direct et en exclusivité sur Antenne 2. Mais auparavant, une longue nuit de rugby en compagnie de Gérard Rolls sur Antenne 2. Ça commence à minuit, heure de Paris, avec les plus belles images, les plus beaux moments du rugby pour vous mettre en appétit jusqu'au match final qui sera donc à 4h55. Réglez dès à présent votre réveil. Voilà, à propos de la Corse, une nouvelle information qui, j'espère, est définitive. Des peines de prison ferme ont été prononcées pour 4 décis nationalistes interpellés lors du discours de M. Pasqua, dont je vous parlais tout à l'heure. Des peines qui vont de 1 an pour l'ensemble, pour les 6, donc de 1 an jusqu'à 1000 francs. L'actualité, c'est aussi la mort de l'écrivain Michel de Saint-Pierre. Il avait 71 ans, il s'était révélé au grand public en 1954 avec son roman Les aristocrates. Michel de Saint-Pierre avait aussi écrit de nombreux ouvrages sur la religion catholique, connu pour ses opinions conservatrices. Il fut le porte-parole de l'Église intégriste, ainsi qu'en témoigne ce document tourné en octobre 1976. Si ce livre blanc, c'est comme le titre l'indique,
un cahier de doléances que nous exprimons à nos évêques. C'est en réalité une présentation de quelques 4000 témoignages que nos adhérents nous ont envoyés depuis moins d'un an sur tout ce qui se passe dans l'Église, sur tous les manquements graves, aberrations pastorales, extravagances liturgiques, manquements graves aussi à l'obéissance due au Saint-Père, etc., sans parler de la morale et des mœurs. Voilà, et puis il y a un an, jour pour jour, Coluche, rappelez-vous, se tuait dans un accident de moto. 12 mois sans Coluche, et la France n'est plus tout à fait la même. Il y manque une voix, et il y manque comme une folie. Nous allons parler du quartet maintenant avec les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet qui se court demain. Voilà, il y aura 21 partants. Elle vous suggère de jouer le 12, le 3, le 10, l'As, le 19, le 14, le 2 et le 8. Je vous répète, 12, 3, 10, As, 19, 14, 2 et 8. Et nous allons parler dans quelques petites secondes de la météo, le temps que Brigitte s'installe. Voilà, tout va bien, le micro est en place, le siège est là, alors on peut y aller. Alors, de mauvaises nouvelles encore, c'est une météo à en perdre la notion du temps. Et si nous n'avions pas de calendrier, nous aurions du mal à savoir que nous nous trouvons à la veille de l'été. Alors, malheureusement, pour vous désespérer un peu plus, je vous propose de regarder l'image satellite. Elle est significative, elle se passe à la limite de commentaires. Vous voyez, des nuages partout. Et nous le savons, ils ont donné des averses importantes et violentes en certains endroits. Alors, demain, bien sûr, tout cela va se décaler vers l'est, mais nous n'en aurons pas fini pour autant avec les perturbations. Regardons la carte pour demain, avec donc cette perturbation d'aujourd'hui qui se retrouvera à l'est des Pyrénées au Massif central, à la Franche-Comté et au nord-est. Elle donnera des nuages et de la pluie. De petites éclaircies se redévelopperont du bassin parisien au sud-ouest, ainsi que sur la Méditerranée et la Corse, où il y aura tout de même encore un peu d'instabilité. Et puis une nouvelle perturbation arrivera en fin de journée, donnant d'abord des ondées et traversant le pays dimanche, sur la moitié nord. Les températures, elles restent stationnaires. Nous irons dans l'après-midi de 14 à 18 degrés sur la moitié nord et de 18 à 24 degrés sur la moitié sud, maximum sur la Corse. Demain, ce sera donc le samedi 20 juin. Le soleil se lèvera à 5h48, se couchera à 21h56 et ce sera la Saint-Sylvère. Dernier journal avec Philippe Gassot aux environs de 22h35. Et puis n'oubliez pas, à partir de minuit jusqu'à la finale, grande nuit du rugby en direct ici sur Antenne 2. Bonsoir, à demain 20h.